Que se passe-t-il lorsqu'une ville célébrée pour son innovation et son esprit visionnaire est confrontée à une crise de sans-abrisme en pleine expansion? Malgré sa richesse immense et sa réputation d'idéaux progressistes, Seattle connaît une augmentation dramatique de 23% des sans-abri, même après avoir alloué près d'1 milliard d'euros pour tenter de résoudre ce problème. Pourquoi ce défi s'intensifie-t-il et quelles sont les forces sous-jacentes qui alimentent cette crise? Restez avec nous alors que nous découvrons l'histoire. Seattle, la plus grande ville du Nord-Ouest Pacifique et foyer de monuments emblématiques comme la Space Needle, est souvent célébrée comme un centre d'innovation, de culture et de protection de l'environnement. C'est le berceau de géants mondiaux tels que Microsoft, Starbucks et Boeing, et son influence artistique inclut le mouvement musical grunge qui a marqué une génération. Pourtant, derrière cette image soignée se cache une réalité qui soulève des questions troublantes sur la vie urbaine aux États-Unis. Saviez-vous que Seattle, souvent appelée la ville pluvieuse, fait face à une crise de sans-abrisme en pleine croissance malgré sa richesse immense et ses idéaux progressistes? Des rues qui symbolisaient autrefois les aspirations modernes de la ville sont désormais partagées avec d'innombrables personnes sans abri, révélant un contraste frappant entre prospérité et pauvreté. L'identité progressiste de Seattle et son accent sur la conscience environnementale ajoutent une autre couche de complexité à cette histoire. Alors que les habitants sont fiers de leurs initiatives écologiques, des défis tels que la résistance à l'expansion des infrastructures cyclables et l'adoption inégale de pratiques durables révèlent des contradictions sous-jacentes. Les dynamiques sociales à Seattle peignent également un tableau nuancé. Le terme Seattle Freeze fait référence à la réputation de la ville pour sa politesse mêlée d'indifférence sociale, rendant difficile pour les nouveaux arrivants d'établir des connexions. L'histoire raciale de la ville complique encore son récit. Bien que souvent louée pour son inclusivité, Seattle a fait face à des défis raciaux systémiques, allant des pratiques de logement exclusives dans le passé aux disparités persistantes affectant les communautés minoritaires. Même la communication à Seattle a ses particularités. Un style parfois décrit comme passif-agressif peut créer des barrières sans le vouloir, rendant la ville moins accueillante que ne le suggère son image progressiste. Mais comment une ville renommée pour son innovation, sa richesse et ses valeurs avant-gardistes se retrouve-t-elle à lutter contre une crise aussi profonde où l'écart entre la richesse et la précarité continue de se creuser année après année? Lors du recensement Point in Time de 2024, environ 16 385 personnes ont été signalées comme vivant dans la rue dans le comté de King. Cela représente une augmentation choquante de 23% par rapport à 2 ans plus tôt. Près de la moitié de ces individus, environ 49%, ont d'abord connu le sans-abrisme en dehors du comté de King, révélant que cette crise s'étend bien au-delà des résidents locaux. Depuis des années, les campements de tentes et les véhicules récréatifs garés dans les espaces publics sont devenus des spectacles familiers. En janvier 2023, Seattle a compté 523 tentes et 227 véhicules récréatifs occupant des zones publiques. Bien que ces chiffres montrent une baisse par rapport au pic précédent de plus de 1000 tentes et 3000 véhicules récréatifs, le sans-abrisme reste un défi critique. Malgré le fait que Seattle ait consacré près d'1 milliard d'euros au cours de la dernière décennie pour lutter contre le sans-abrisme, le nombre de personnes vivant sans abri continue de croître. Pourquoi ces efforts échouent-ils à créer des solutions durables? Serait-il possible que des stratégies axées sur la gestion des symptômes plutôt que sur l'adressage des causes profondes, comme le logement abordable et le soutien en santé mentale, contribuent à ce problème? La crise du sans-abrisme à Seattle met également en lumière des disparités raciales frappantes. Par exemple, 19% des personnes vivant dans la rue dans le comté de King s'identifient en plus comme noires ou afro-américaines, bien que ce groupe ne représente que 6% de la population globale du comté. En décembre 2024, le maire de Seattle, Bruce Harrell, a signalé une réduction de 33% du nombre de tentes et une baisse de 31% des véhicules récréatifs dans les campements dans le cadre du plan d'action pour le sans-abrisme One Seattle. Fait intéressant, un fait surprenant remet en question une idée reçue. Une enquête de 2019 a révélé que 84% des individus vivant dans la rue à Seattle ou dans le comté de King avaient déjà vécu dans la région avant de perdre leur logement. Cette découverte contredit la croyance selon laquelle le sans-abrisme à Seattle est largement dû à la migration.
Alors que le sans-abrisme met en lumière les luttes plus larges de Seattle avec l'inégalité, une autre réalité difficile émerge. Comment une ville célébrée pour son progrès et ses opportunités laisse-t-elle tant de femmes confrontées à des disparités économiques, des préoccupations de sécurité et des barrières systémiques? Avant de plonger plus profondément dans ces questions, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez ce contenu, veuillez appuyer sur la cloche de notification et cliquer sur le bouton s'abonner, cela fait toute la différence. Votre soutien nous aide à grandir et je promets que mon équipe et moi continuerons à travailler dur pour vous apporter un contenu encore meilleur. Marché conclu? L'écart salarial entre les sexes à Seattle est significatif. Les femmes gagnent environ 76 centimes pour chaque euro gagné par les hommes. Pour donner une perspective, le revenu médian des femmes dans la ville est de 87 432 euros contre 114 764 euros pour les hommes. La disparité devient encore plus frappante lorsque l'on prend en compte des facteurs raciaux. Les femmes noires ou afro-américaines ont un revenu médian de seulement 23 000 euros, moins de la moitié de ce que gagnent les hommes blancs. L'écart s'étend au-delà des salaires au poste de direction également. Les femmes représentent 47% de la main-d'œuvre mais occupent seulement 40% des postes de direction. La sécurité est une autre préoccupation pressante pour les femmes à Seattle. Des zones comme Aurora Avenue sont devenues infâmes pour des problèmes tels que l'industrie de services illégales, créant des difficultés supplémentaires pour les femmes de la ville. L'instabilité du logement ajoute une autre couche de difficultés, en particulier pour les femmes confrontées à des facteurs de stress liés à la mi-vie. Beaucoup font face au défi d'équilibrer des dynamiques familiales changeantes, des responsabilités de soins et des exigences professionnelles. Ces pressions entraînent souvent une charge financière et émotionnelle significative, rendant plus difficile pour les femmes d'atteindre la stabilité. Ces problèmes systémiques révèlent un paradoxe troublant dans une ville connue pour ses valeurs d'égalité et de progrès. Quels efforts font réellement une différence pour réduire ces écarts et que peut-on faire de plus pour assurer l'équité entre les sexes, la sécurité et l'autonomisation des femmes à Seattle? Nous voulons connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Quelles leçons d'autres villes du monde peuvent-elles tirer des luttes de Seattle et comment peuvent-elles aborder ces questions critiques? À la fin de l'année 2023, la crise du sans-abrisme à Seattle était devenue encore plus sévère, malgré le succès économique de la ville. Le coût de la vie à Seattle est désormais 24% plus élevé que la moyenne de l'État et 45% au-dessus de la moyenne nationale. Les coûts du logement sont un facteur majeur, avec des prix des maisons s'élevant à un incroyable 112% au-dessus de la moyenne des États-Unis. À son apogée, le prix moyen des maisons à Seattle dépassait 1 300 000 euros. Et ce n'est pas seulement le logement, les besoins de base comme la nourriture, les vêtements et les soins de santé sont significativement plus chers. Par exemple, le coût de la nourriture est environ 20% plus élevé que la moyenne nationale, tandis que les dépenses de santé, y compris les visites chez le médecin et les soins dentaires, peuvent être jusqu'à 38% plus élevés. Au premier trimestre de 2024, le salaire hebdomadaire moyen à Seattle était de 2 188 euros, bien au-dessus de la moyenne nationale de 1 527 euros. Cependant, cette différence de salaire met en lumière l'inégalité économique croissante de la ville. Alors que les travailleurs du secteur technologique dans des entreprises comme Amazon et Microsoft gagnent des salaires substantiels, de nombreux résidents luttent contre la pression financière des coûts élevés du logement et la lenteur de la croissance des salaires. La gentrification a encore intensifié la crise de l'accessibilité. Alors que les investissements affluent dans les quartiers, les valeurs immobilières augmentent, forçant souvent les résidents de longue date à partir en raison de l'augmentation des taxes et des loyers. Bien que de nouveaux développements aient apporté une infrastructure améliorée, comme des pistes cyclables et des parcs publics, ils ont également poussé de nombreux résidents vers les franges de la ville, les rendant plus vulnérables au sans-abrisme. La population de Seattle a rapidement augmenté, ajoutant plus de 128 000 résidents entre 2010 et 2020. Cependant, cette augmentation de la population n'a pas été accompagnée d'un nombre suffisant de logements abordables. Rien qu'au centre-ville de Seattle, entre 2010 et 2014, la population a augmenté de 8%,
tandis que le nombre d'unités de logement n'a augmenté que de 10%. Malgré cette croissance modeste, l'augmentation des coûts du logement a laissé de nombreux sans-abri. L'écart de richesse est encore plus frappant pour les communautés de couleur. Un rapport de Prosperity Now souligne que les ménages amérindiens, noirs et insulaires du Pacifique à Seattle sont disproportionnellement affectés par les coûts élevés du logement, beaucoup dépensant plus de 30% de leurs revenus pour se loger. En comparaison, environ un tiers des ménages blancs font face à des charges financières similaires. Cette disparité raciale ajoute une autre couche de complexité à la crise du sans-abrisme à Seattle. Aurora Avenue, également connue sous le nom de Route d'État 99, est l'une des rues les plus infâmes de Seattle. Autrefois un pôle commercial prospère, elle est désormais devenue célèbre pour son industrie souterraine, ses problèmes de substances et ses taux de criminalité en hausse. Au fil du temps, de nombreuses entreprises ont fermé ou ont été remplacées par des logements à faible revenu ou des bâtiments abandonnés. Cette transformation reflète la tendance plus large de gentrification à Seattle, où les quartiers plus riches ont prospéré tandis que des zones en difficulté comme Aurora Avenue ont été laissées pour compte. Aujourd'hui, la section nord d'Aurora Avenue, en particulier près de la rue Nord 105, est un point chaud pour le sans-abrisme, la criminalité et les activités liées aux substances. Cette zone, autrefois habitée par des motels, des restaurants et de petites entreprises, représente désormais une crise sociale croissante. Alors que la pauvreté dans le quartier a augmenté, il est également devenu l'un des endroits les plus bruyants et les plus dangereux de Seattle, avec des rapports fréquents sur des services illégaux et des marchés de rue ouverts. Malgré ces luttes, Aurora Avenue reste une route de transport vitale à Seattle, avec un trafic dense et des lignes de bus chargées. Cependant, son importance en tant que connecteur en a également fait une zone à haut risque d'accident. Les collisions de la circulation sont fréquentes, surtout pendant les heures de pointe, alors que les véhicules en excès de vitesse et l'activité piétonnière créent des préoccupations de sécurité constantes. La crise des substances sur Aurora Avenue est particulièrement préoccupante. Selon les données du tableau de bord criminel du département de police de Seattle, la zone connaît certains des taux les plus élevés de vols, d'agressions et de crimes liés à l'utilisation de substances dans la ville. Les résidents et les propriétaires d'entreprises locaux ont appelé à plusieurs reprises à une présence policière plus forte et à une application plus stricte pour faire face à ces défis. Plusieurs initiatives ont été lancées pour améliorer les conditions le long d'Aurora Avenue. Le projet de réinvestissement Aurora Licton Springs vise à améliorer la sécurité publique, la propreté et les opportunités économiques dans la région. De plus, la ville a augmenté les programmes de sensibilisation pour aider ceux qui vivent dans la rue et fournir un accès à des traitements pour les addictions et des soins de santé mentale. En 2021, le conseil municipal de Seattle a mis en œuvre des réformes dans le cadre du plan Pathways Home. Cette initiative se concentre sur la création de logements de soutien permanent et sur l'adressage du sans-abrisme dans des zones comme Aurora Avenue, où la demande de solutions à long terme est critique. Cependant, les opinions sur la manière de résoudre les problèmes sur Aurora Avenue restent divisées. Certains estiment qu'une présence policière plus forte est essentielle pour réduire la criminalité, tandis que d'autres plaident pour une approche de santé publique, mettant l'accent sur le soutien en santé mentale, la récupération des addictions et le logement abordable. Alors que Seattle continue ses efforts pour lutter contre le sans-abrisme et l'utilisation de substances, une question persiste. Des mesures comme les sites d'utilisation sécurisés peuvent-elles vraiment aider ou risquent-elles d'introduire de nouveaux défis dans des quartiers déjà en difficulté? Restez à l'écoute. Seattle s'est confronté à une grave crise des substances, en particulier en ce qui concerne une substance qui est devenue un contributeur majeur à l'épidémie de surdose de la piébalone de la ville. En 2023, Seattle a enregistré 524 incidents liés à son utilisation, dépassant le total de 2020 qui était de 508. Les experts avertissent que 2024 pourrait voir plus de 1000 incidents, la majorité étant liée à ce problème. L'une des stratégies les plus controversées proposées pour lutter contre la crise est l'établissement de sites d'utilisation sécurisés. Ces installations permettraient
aux individus d'utiliser des substances sous surveillance médicale. Des villes comme Philadelphie, Denver et San Francisco ont envisagé cette approche pour réduire les surdoses et améliorer les résultats en matière de santé publique. Les partisans citent souvent le site Inside au Canada à Vancouver, où les sites d'utilisation sécurisés auraient sauvé des vies. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu de leurs avantages. Les critiques soutiennent que ces sites peuvent augmenter la criminalité de quartier, les déchets et le désordre. Dans des villes canadiennes comme Alberta, des études ont montré que, bien que les taux d'utilisation de substances restent stables, la criminalité et le dépôt public de déchets médicaux ont augmenté près de ces installations. Seattle exploite également des programmes d'échange d'instruments médicaux par le biais de l'alliance Power Harm Reduction. Ces initiatives fournissent des fournitures propres, un soutien communautaire et une éducation sur une utilisation plus sûre des substances. Bien que ces efforts apportent un certain soulagement, ils n'ont pas suffi à freiner la crise croissante. La pression sur la santé publique et la sécurité est évidente, laissant de nombreux résidents se sentir de plus en plus en danger. Les défis budgétaires de la ville ajoutent une autre couche de complexité. Confrontés à un déficit budgétaire d'environ 195 millions d'euros, les débats se poursuivent sur l'orientation des ressources. Les efforts des autorités locales pour évacuer les campements de sans-abri ont suscité des controverses et des résistances. De nombreux défenseurs du logement abordable soutiennent que les fonds devraient être priorisés pour des solutions à long terme, telles que le logement et les services de santé mentale, plutôt que pour des solutions temporaires. Avec l'aggravation de la crise, la question demeure. Les sites d'utilisation sécurisés sont-ils une solution viable pour aborder ce problème ou risquent-ils de créer plus de problèmes pour les communautés de Seattle? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires fascinantes. Alors que Seattle fait face à une crise qui s'intensifie, la ville est également confrontée à une augmentation des crimes connexes. Les crimes contre la propriété, y compris le vol, le cambriolage et l'agression, ont augmenté, laissant de nombreux résidents se sentir mal à l'aise et en insécurité. Des données récentes révèlent une augmentation significative de ces infractions, alimentant des inquiétudes alors que les débats sur le financement de la police ajoutent encore plus de tensions. Alors que certains soutiennent que les ressources devraient être réaffectées à des programmes sociaux ciblant les causes profondes de la criminalité, d'autres craignent que la réduction du budget de la police n'affaiblisse les efforts pour maintenir la sécurité publique. Au-delà de l'augmentation de la criminalité, Seattle lutte contre une congestion routière sévère. Les heures de pointe sont particulièrement difficiles, avec des retards fréquents créant une frustration quotidienne pour les navetteurs. Le système de transport public de la ville, bien que fonctionnel, ne répond souvent pas aux exigences d'une population croissante. L'intégration limitée et le service peu fréquent laissent de nombreux résidents dépendre de véhicules privés, aggravant l'engorgement déjà sévère de la circulation. En 2020, un rapport de l'Association du centre-ville de Seattle a estimé que la crise du sans-abrisme de la ville coûte aux entreprises locales entre 250 millions et 1 milliard d'euros par an. Ces pertes proviennent de revenus réduits, de dépenses de sécurité accrues et d'un manque croissant de confiance dans la sécurité de la ville. Des secteurs tels que l'hôtellerie, le commerce de détail et le tourisme ont été particulièrement touchés par l'augmentation visible de l'utilisation de substances dans les rues et la présence croissante de personnes sans abri dans le centre-ville de Seattle. L'impact psychologique et social sur les résidents devient de plus en plus évident. Pour beaucoup, la normalisation du sans-abrisme et de l'utilisation de substances a créé des sentiments d'impuissance et de frustration. En même temps, ceux qui vivent dans la pauvreté chronique ou qui font face à des défis en matière de santé mentale se sentent souvent piégés dans un système qui semble incapable de fournir des solutions durables. Au milieu de la montée de la criminalité et du mécontentement public, l'histoire d'activisme et de protestation de longue date de Seattle continue d'influencer son approche face à ces défis complexes. Seattle est depuis longtemps reconnu pour sa culture de protestation dynamique et sa riche histoire d'activisme. L'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la ville fut la manifestation de l'Organisation mondiale du commerce en 1999,
où des milliers de manifestants ont envahi les rues pour s'opposer aux politiques commerciales mondiales, qu'ils jugeaient nuisibles aux travailleurs et à l'environnement. Cet événement a mis Seattle sous les projecteurs mondiaux, consolidant sa réputation de centre de mouvements sociaux. Les manifestations à Seattle ne se sont pas arrêtées là. En 2020, le monde a observé l'émergence du Capitol Hill Organized Protest, ou CHOP, également connu sous le nom de Zone autonome de Capitol Hill. Ce mouvement est né en réponse à l'incident très médiatisé impliquant George Floyd et à la demande continue de réformes policières et de justice sociale. Pendant plusieurs semaines, des activistes ont occupé une section du quartier Capitol Hill de Seattle, établissant une communauté autosuffisante où ils cultivaient même des aliments dans des parcs publics, le tout sans l'intervention de la police. CHOP est devenu un symbole puissant de résistance, suscitant un dialogue national sur la justice sociale, les pratiques policières et les droits civiques. Bien que CHOP ait été bénéficié d'un soutien significatif de la part de groupes progressistes plaidant pour un changement systémique, il a également suscité des critiques. Certains résidents de Capitol Hill ont exprimé des inquiétudes concernant la violence croissante au sein de la zone, y compris les conflits entre manifestants et groupes rivaux. Ce qui avait commencé comme une manifestation pacifique a commencé à se désintégrer, avec des rapports de désordre et d'anarchie. À mesure que la violence s'intensifiait, la maire de Seattle, Jenny Durkan, qui avait initialement soutenu le mouvement, a pris la décision controversée de faire évacuer la zone. Cette action a déclenché d'autres manifestations et des confrontations entre les manifestants et les forces de l'ordre. Que peut nous enseigner l'expérience de CHOP sur les complexités de l'activisme radical? Alors que certains l'ont salué comme un défi audacieux au statu quo, d'autres ont critiqué sa descente dans le chaos, arguant que la violence et le désordre ont éclipsé son message. Bien qu'elle ait été démantelée en juillet 2020, CHOP a laissé une empreinte durable sur la conversation nationale concernant la justice raciale, la réforme policière et le réacheminement des ressources des forces de l'ordre. L'idée de transférer des fonds des départements de police vers des initiatives de sécurité communautaire a pris de l'ampleur, influençant des villes à travers les États-Unis à repenser leur approche de la sécurité publique. Alors que Seattle continue de faire face à sa crise de sans-abrisme et aux défis connexes, les réponses de la ville soulèvent des questions plus larges sur l'efficacité de l'activisme et la recherche de solutions à long terme. La crise du sans-abrisme à Seattle a atteint un point de basculement, avec des milliers de personnes vivant dans la rue. La ville fait face à une pression croissante pour mettre en œuvre des solutions efficaces. L'une des initiatives les plus notables est le plan d'action pour le sans-abrisme One qui repose sur 3 piliers fondamentaux, la prévention, le logement abordable et les services de sensibilisation coordonnés. Le plan vise à élargir la capacité d'accueil, à établir des logements de soutien permanent et à fournir des services essentiels en santé mentale. Mais la question demeure, ces efforts seront-ils suffisants pour aborder l'ampleur du problème? Seattle a également adopté des stratégies innovantes telles que les villages de petites maisons. Ces villages offrent des environnements de vie plus sûrs et plus stables pour les personnes vivant dans la rue. En plus de fournir un abri, ils offrent des services comme la formation professionnelle et des programmes de rétablissement des addictions. Cependant, les critiques soutiennent que ces initiatives sont sous-financées et peinent à suivre la hausse des coûts des loyers. Comment Seattle peut-elle s'attaquer à l'augmentation des coûts du logement tout en garantissant un abri adéquat pour sa population sans abri? Comparé à d'autres grandes villes, l'approche de Seattle reflète une crise nationale plus large. Los Angeles et New York, par exemple, font face à des défis similaires mais ont emprunté des chemins différents. Los Angeles a mis l'accent sur une stratégie axée sur les abris qui a été critiquée pour ne pas aborder les causes profondes du sans-abrisme. En revanche, New York a connu du succès avec des programmes de logement de soutien permanent associés à des partenariats publics-privés. Ce modèle a montré des promesses pour traiter les problèmes à long terme. Seattle pourrait-elle tirer des leçons précieuses des succès et des échecs de ces villes? La question critique demeure. Seattle peut-elle développer des solutions durables et à long terme, ou continuera-t-elle à lutter contre les mêmes défis qui affligent d'autres villes? Il est clair que la ville doit se concentrer sur plus que des solutions temporaires. Elle doit construire un cadre robuste qui offre un soutien durable à ses résidents les plus vulnérables. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.